Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je fais un petit point marché aujourd'hui. Je vais parler du Bitcoin. On va faire l'analyse de quelques indicateurs. On va voir un petit peu comment ça se comporte. Je vais parler aussi du S&P 500 et des autres indices boursiers, Nasdaq et CAC 40. Et puis je parlerai de l'or. Et à la fin, je ferai une synthèse de tout ça. On va faire une petite étude comparative sur les graphiques. Il y a une manière de le faire assez simple et vous verrez, ça met en lumière certaines choses. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo. On commence avec l'analyse du Bitcoin. Alors le Bitcoin concrètement, il est en zone de rechargement. Alors on va regarder tout ça. On va utiliser ce graphique là qui est déjà prêt. Ok. Donc on est en correction depuis la dernière tentative de cassure du premier arrêt. Pour l'instant on est dans la zone de rechargement. Donc c'est à la fois négatif et positif car c'est aussi le moyen de faire, comme je l'avais expliqué la dernière fois, un gros W pour poser un vrai support et repartir sur le haut de range. Mais c'est aussi un point de vigilance parce que si le support ne tient pas, ça peut être encore à nouveau une dégringolade vers les abysses. Donc la chose à regarder, tout simplement, c'est quoi? C'est s'assurer qu'on tienne dans un premier temps voilà, ce niveau de support. On a la mèche ici qui peut être aussi le dernier rempart. Voilà, passer au-delà, faudra aller voir, aller visiter des prix beaucoup plus bas. On pourrait retourner dans les 28 000 facilement. Voilà. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on a? Je vais utiliser deux trois indicateurs pour regarder la force du marché. J'ai mon RSI, j'ai mon MACD, j'ai le stochastique. Vous verrez d'ailleurs que certains indicateurs se comportent différemment, ont une lecture légèrement différente. On peut voir des divergences et des convergences sur l'un et pas sur l'autre. Donc, je vais faire une vidéo dédiée sur la lecture de ces indicateurs. C'est hyper important. Donc elle est prévue très très prochainement. Aujourd'hui sur la chute du cours, on voit que le RSI est sous sa zone de neutralité, sous les 50. Ok, le MACD, lui, il fait un nouveau plus bas. Alors lui, il diverge. Il fait un plus bas par rapport à ici, par rapport au cours. Donc on avait un support ici. Et le cours actuellement est plus haut que l'ancien support. Par contre, la force du marché est plus basse. Donc ça, c'est une divergence. Ça indique une continuation baissière ou à minima un range. Lui, le RSI est sous la zone de neutralité, ce qui indique une emprise au niveau des vendeurs. Donc ça veut dire à peu près la même chose, sauf qu'il y en a un qui dit qu'il y a un peu plus de force sur les vendeurs. Ok. Le stochastique nous dit qu'on est en état d'enfoncement de zone de survente, donc ce qui pourrait indiquer qu'on continue encore dans la journée à faire une bougie rouge, à voir si les acheteurs reprennent le dessus. Donc voilà, ça c'est pour la lecture des indicateurs. Ensuite, si je regarde sur les contrats dérivés, j'ai rajouté l'indicateur qui regarde les zones de liquidation, même si je me fie pas totalement à cela, parce que apparemment sur Binance, les chiffres sont plus vraiment ceux qui correspondent à la réalité. Mais on va considérer que les ratios sont toujours bons, même si le montant n'est pas bon, on va considérer que le ratio est bon. Euh, donc on a un sentiment qui continue à être de plus en plus pessimiste, mais on n'est pas vraiment dans une majorité de pessimistes. Donc il faudrait qu'on vienne chercher au niveau de la courbe rouge des niveaux au-dessus de 50%. Ensuite, on voit qu'au niveau des longues, on a... Alors je crois que j'avais mis un petit peu... Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc les bougies vertes, ce sont la liquidation des shorts, c'est les niveaux de liquidation de shorts. Plus la bougie est importante, plus on a liquidé de shorts. Et sur les bougies rouges ici, enfin sur le graphique là, on a les liquidations de longues. C'est ceux qui se sont fait liquider quand ils ont posé un long. Pour exemple, alors, si on regarde la dernière bougie rouge ici, c'est à la fois chute de cours, liquidation de longue. Pourquoi quand on chute, le long se fait liquider? Parce que son stop est plus bas que le cours. Ok. Et à l'inverse, quand on aura des liquidations de short, ce sera lors de montée de prix.
Par exemple, ici, voilà, c'est une bougie verte. On a à la fois une bougie verte sur le graphique de l'indicateur des liquidations et à la fois ici, on a une bougie verte. Donc c'est que des longues se sont fait liquider. Ok. Donc voilà comment on peut interpréter les mouvements. Pour l'instant, il n'y a pas de mouvement de capitulation. On voit par ailleurs qu'il y a une croissance sur les liquidations de longues, ce qui pourrait indiquer qu'on continue encore à liquider un maximum de longues, donc continuation de la chute du cours. À voir si, voilà, si le sentiment du marché redevient un peu plus pessimiste, on pourra commencer à shorter davantage et le marché aurait d'autant plus d'intérêt à shorter le marché, donc à venir chercher des prix un peu plus élevés. Donc là, il y a vraiment la bataille qui se joue sur ce support. Est-ce qu'il va tenir ou pas? Euh, on a un sentiment du marché qui est toujours dans l'extrême peur, donc ça c'est plutôt bon signe. Mais il faudrait qu'on ait plus de pessimistes sur le marché des contrats dérivés. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas un signe de capitulation pour ma part. Il n'y a pas de grosses zones de liquidation comme on a pu le voir ici ou ici. On commence tout doucement, mais voilà, les gens rentrent dans la peur, les gens ont commencé à se faire liquider, mais c'est pas encore un gros niveau pour ma part. Voilà, on voit par exemple sur cette mèche rouge ici, la liquidation des longues. Les longues se sont fait liquider, on voit une belle bougie. Là, pour l'instant, on reste encore dans des niveaux assez faibles. Donc voilà pour la partie analyse du Bitcoin. On va passer sur l'analyse du S&P 500 et des indices boursiers. Alors, le S&P 500, c'est pas joli à voir. Il a cassé le support, donc bienvenue dans les abysses. On risque de chuter un peu plus que ça. Quels sont les objectifs? Quand on voit un graphique comme cela, on a un objectif ici dans la zone des 38,2%. Ok. Et on peut utiliser le Fibonacci en indiquant, en considérant que c'était un range jusqu'à présent. Ok. Donc on va se mettre en extension basse et on pourrait arriver dans ces zones de prix ici, entre 1,68 et 2 de Fibonacci. Ce qui correspond d'ailleurs, on voit une belle convergence c'est une confluence, on voit la zone des 2, donc le cours pourrait facilement faire ça. Ok. Donc il pourrait retrouver support sur la zone des 2, sur l'extension 2 de Fibonacci, ce qui serait aussi le support on va dire, le dernier rempart de la continuation haussière. Donc ça c'est un élément intéressant. Euh, sur le S&P, c'est pas le moment d'acheter du S&P, hein, je vous le dis, là il est en train de corriger. On a fait des jolis M. Le combat a été gagné par les acheteurs, enfin par les vendeurs, pardon. Donc là, actuellement, pas question d'acheter du S&P, ça sent mauvais. On a la MA13 ici, la moyenne mobile qui a été transpercée. Euh, voilà. Donc là, pour l'instant, S&P 500, pas joli. Moi, j'attends de revenir dans ces zones de prix-là pour savoir un petit peu comment le marché va se comporter. Mais c'est vraiment l'opportunité pour beaucoup, à la limite, de shorter le marché. On peut éventuellement, pour les plus aguerris, poser un short. Mais bon, euh, il faudrait étudier. Comme le marché est très malin en ce moment, je mettrais un short pas trop agressif. Et bon, vous voyez, le ratio, il n'est pas génial, hein. On est sur un risk-reward de 1,73. C'est un peu tard pour shorter le marché même. Je mettrai un suspens. Je ne shorterai pas. Je shorterai pas le marché. Euh, donc ensuite, on passe sur le CAC 40. Donc lui aussi, c'est pas joli. Jusqu'à présent, on avait une continuation haussière sur les derniers creux. Ici, on l'a transpercé aussi. Donc un gros warning. Le CAC 40 se comporte alors, il résiste un peu mieux que le S&P, c'est moins dégueulasse, mais par contre, ces bougies là, c'est pas beau du tout. Donc, pareil, je pense qu'on est par anticipation, on va vivre ce qu'a vécu le S&P. Donc, on serait peut-être dans cette zone-là sur le CAC et faire un dessin de M ici. Voilà, est-ce qu'on va arriver, on va pas faire un truc comme ça et bouf.
cassure ici pour signer le M. Donc c'est fort probable. Pareil du CAC 40, c'est pas le moment d'acheter. Voilà, donc ça sent mauvais pour les indices. Le Nasdaq, c'est pareil que le S&P. Il est vraiment pas joli du tout. Il a déjà cassé son support aussi. Voilà. N'attendez rien au niveau action. C'est pas le moment d'acheter. Pour ceux qui sont encore en profit sur les actions, à votre place, je vendrais. Voilà, je vendrais mes actions si j'étais en profit jusqu'à présent ou si j'étais rentré pas trop tard, pas trop tôt. Enfin, je veux dire, avec une perte encore gérable. Voilà. Après, tout dépend de votre plan de trading, si vous êtes un investisseur long terme ou pas. Mais disons que ça peut être l'opportunité, comme je le mettais sur le S&P, d'attendre des niveaux de prix intéressants ici. Si on voit que le marché reprend des couleurs, ça, voilà, ça peut être une bonne zone d'achat par contre. À voir si le support tient. Donc voilà pour le S&P. On va passer valeur refuge. On va passer sur le gold. Donc le gold, ah ben, il est joli comme tout. Ben, c'est le seul qui a pris des belles couleurs vertes. Il continue sa poussée haussière, tranquillou. Donc jusqu'à présent, on a cassé une ancienne résistance, voilà, qui est historique, qui datait de 2011. On l'a transpercé comme dans du beurre. Donc ça, c'est plutôt bon signe pour le gold. Euh, En daily, voilà, on va avoir affaire bientôt à des gros niveaux de résistance. On verra comment ils se comportent. Mais on voit bien encore une fois que on est en mode je me réfugie. Le marché des actions est pas folichon. Donc voilà, je me réfugie dans des valeurs refuges. On voit vraiment les mouvements de capitaux euh, qui sont en train de se faire. Et pour ça, je vais vous parler justement, c'est le prochain pavé, c'est sur l'étude comparative des actifs. Donc voilà, bon, le gold, on a fait le tour. Pour l'instant, il n'y a rien à signaler. Il est toujours dans sa montée haussière et il a vraiment une belle poussée, donc il ne fait pas semblant. Donc on va regarder maintenant l'étude comparative des actifs. Allez, c'est parti pour l'étude comparative des actifs. Donc vous prenez un graphique. Là, en l'occurrence, j'ai pris un Bitcoin vierge. Et en fait, vous allez utiliser le module comparer. Et avec ça, en fait, nous, on va s'amuser à comparer le Bitcoin avec le S&P 500, par exemple, pour commencer. OK. Donc, il est intégré maintenant dans le graphique. Ce que je fais, c'est que je fais un clic droit sur le graphique et je l'épingle sur une nouvelle échelle à droite. Et comme ça, voilà, il va pouvoir s'exprimer au travers du Bitcoin. Donc là, déjà, on peut faire un premier comparatif. C'est-à-dire qu'on va analyser depuis le crack Covid, comment se comportent ces deux actifs. Donc lui, par contre, Bitcoin, je vais le mettre non plus en bougie, mais je vais le mettre en droite. Je vais enlever l'EMA qui est dessiné, et voilà. Donc en fait, ce qu'on peut regarder, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu un crack pour les deux, on va dire un bottom, un support qui a été fait à peu près en même temps. La majorité, la quasi-totalité des actifs ont pris cher lors du crack Covid, mais après ils se sont relevés plus ou moins bien. Et on peut voir que depuis le crack, on a le S&P qui a fait une poussée haussière continue linéaire, ok, jusqu'en septembre 2021. Lui, le Bitcoin, en fait, il a eu une poussée haussière, sauf que c'est vrai qu'il y a eu une correction pendant l'été. Mais il est remonté, etc. Il a fait une reprise haussière pour ensuite corriger. Et en fait, là, c'est là où on voit vraiment la corrélation de plus en plus forte. C'est qu'une fois que le Bitcoin a corrigé, le S&P a corrigé aussi. Quand le Bitcoin a repris, le S&P a repris. Et quand le Bitcoin a corrigé, le S&P a corrigé. Et là, vous voyez maintenant encore à nouveau une autre corrélation. Quand le Bitcoin a repris de la couleur, le S&P a repris de la couleur. Et on voit vraiment de plus en plus une corrélation entre ces deux actifs. Donc là, c'est pour ça que j'insiste sur l'étude du S&P à chaque fois que j'analyse le marché. Euh, D'ailleurs, on peut se poser la question de savoir lequel influence l'autre. Jusqu'à présent, il n'y a pas forcément quelque chose de déterminé. Les mouvements peuvent être à la fois anticipés sur le Bitcoin et à la fois sur le S&P.
Donc voilà. Mais pour l'instant, on peut vraiment voir qu'il y a une corrélation. Et du coup, fondamentalement parlant, même si le Bitcoin est une monnaie antifragile et qu'elle est censée contrecarrer ce que fait les valeurs fiduciaires, les valeurs fiat, enfin les monnaies fiat, pour l'instant, il se comporte comme un actif à risque et pas comme un actif antifragile. Donc considéré valeur refuge comme l'or par exemple. Voilà, ça c'est un premier point comparatif. Maintenant, on peut rajouter encore, on peut mettre une couche supplémentaire sur le graphique. On va comparer maintenant, on va ajouter l'or, donc comparer, vous tapez gold, ok, il s'intègre, on refait un clic droit, échelle nouvelle à droite. Et là maintenant, on va en supprimer une des deux, je vais cacher le Bitcoin. Et ce qui est intéressant d'analyser, par contre, c'est la décorrélation entre les valeurs refuges et les actifs à risque. Là, ça met vraiment tout de suite en lumière comment se comportent les deux. Donc, on reprend depuis le crack Covid. Les deux ont trouvé un support, ils ont eu un bottom, ok. Alors, ben, c'est simple, là, c'est toujours l'opportunité de faire une reprise haussière. Donc, les deux ont fait une reprise haussière, ok. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que... Hop, je vais corriger ça. Voilà. Donc on disait, le S&P a fait vraiment une poussée linéaire. Moi, j'ai vraiment fait quelque chose de dégueulasse, je vais le refaire ici. Voilà. Hop, poussée linéaire. Lui, par contre, le gold, il a fait une poussée un peu violente et il a corrigé. Ok. Il a corrigé pendant que le S&P remontait. Il a fait des tentatives de correction, enfin de retracement, mais il a recorrigé. Ok. Donc vraiment, par rapport au S&P qui était très linéaire, lui, le Bitcoin, le gold, a fait quand même pas mal le yo-yo. Et d'ailleurs, on peut voir, quand on était sur le top du S&P, on était sur le bottom du gold. Donc le S&P a corrigé, le gold est remonté. Ensuite, il a repris aussi une tendance haussière, le S&P. Il a continué même malgré des divergences. Et ensuite, lui, le gold, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a corrigé en sens inverse. Et quand le S&P a corrigé, le gold est monté. Ok. Donc on voit vraiment qu'il y a des signaux. Voilà, là, reprise haussière S&P, crack du gold, reprise du gold, chute du S&P. Et on voit que ça fait quasiment, je vais mettre comme ça. On pourrait s'amuser à faire voilà, une symétrie, un miroir en fait, un miroir entre les deux. De plus en plus, on a un miroir entre les deux. On peut voir point haut, point bas, point bas, point haut, point haut, point bas. Et là, ils sont en train de se toucher. Par contre, tous les deux, mais on voit voilà, qu'ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord sur la manière de naviguer en termes d'actifs. Mais en tout cas, voilà, ça profite bien. On a une lecture du marché qui nous montre les mouvements de capitaux. Actifs à risque versus valeur refuge. Donc voilà, je voulais vous montrer cette étude comparative et cette manière de comparer des actifs entre eux. Vous pouvez analyser, vous pouvez vous en servir pour analyser des cryptos entre elles, pour voir laquelle est la plus performante selon le secteur qui est en tendance sur le moment. Vous pouvez analyser des actions entre elles, entre divers secteurs, l'énergie, la pharma, l'écologie, peu importe, l'automobile, etc. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'utiliser cet outil comparé. Et là, on peut vraiment voir les mouvements de marché. Donc voilà, c'était le petit partage du jour. Euh, et puis, on va passer au résumé. Donc pour résumer, les marchés vont mal. Il y a des transferts de capitaux. On voit que l'étincelle russo-ukrainienne fait son effet. Donc on commence à assister à des grosses chutes sur des actions solides. On voit des mouvements sur les valeurs refuges. Voilà, tout un cocktail qui permet de se positionner sur du moyen long terme en se disant attention, la bourse est en train de craquer. Donc, c'est pas le moment d'investir en bourse, vous l'avez bien compris. Pour les plus aguerris, c'est peut-être le moment de préparer des shorts. Mais ça, voilà, je ne m'adresse pas aux débutants, je m'adresse plutôt aux expérimentés. Le marché pour 2022, il va s'annoncer dur sous le signe de la correction pour le premier semestre. Et puis, peut-être, à mon sens, une phase de range pour le second semestre.
Donc voilà pour la tendance 2022 sur les marchés. On va voir qu'il y a une crise énergétique aussi. Je vais en faire une vidéo dédiée où les impacts de la crise énergétique sur les marchés, parce qu'il y a une corrélation directe entre l'énergie et l'économie. Donc voilà, protégez votre portefeuille, protégez-vous, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.